Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonsoir, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous pouvez bien voir, je suis en déplacement, je suis à l'hôtel, je ne suis pas chez moi, donc j'ai un petit problème de connexion. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sans mon image. Alors, j'ai dit dans vos commentaires, on ne te voit pas et tout ça. Là, vous voyez que je ne peux pas avoir toute la lumière qu'il faut. Donc, essayez de vous contenter de ça. Merci, la team. Merci pour votre compréhension. Donc, nous avons une histoire que nous allons partager. C'est une histoire d'une maman qui a parlé avec son cœur. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie. Donc, n'hésitez pas justement de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification et de me contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de la vidéo. Le numéro WhatsApp, j'insiste, contacte-moi sur WhatsApp. C'est plus facile pour nous tous. Merci à vous. Notre maman qui nous a contactés, c'est une nouvelle maman, si on va appeler comme ça. C'est une maman qui suit Kabibi Show. Ça va faire 3 mois. C'est une maman, une vraie dame, donc qui nous a contactés pour partager son histoire parce que elle a écouté, elle a suivi l'histoire qu'on a partagée de cette dame-là qui disait que sa sœur lui avait pris sa vie. Elle m'a appelé, elle a dit, Kabibi, tu as réveillé des souvenirs en moi, tu as réveillé des trucs en moi que ça m'a mis dans tous mes états. Donc, je suis obligée de raconter mon histoire. En tout cas, on la remercie beaucoup. Notre maman est ivoirienne. Notre maman nous a contactés depuis l'Angleterre. Nous la saluons. Maman Tansia, merci beaucoup pour la confiance. Welcome on the channel. Merci beaucoup pour l'effort et la sincérité de s'ouvrir à nous, de partager son histoire pour aider encore des autres personnes à s'ouvrir, à s'exprimer, à nous raconter leur expérience. Comme on dit, ici, on raconte les expériences de vie. Donc, Maman Tansia nous dit ceci. Kabibi, moi, Maman Tansia, je suis une maman ivoirienne. Salut toutes les mamans de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre présence sur la chaîne. Elle dit, elle est née en Côte d'Ivoire. Elle est née à l'hôpital central du Plateau. Donc, si les Ivoiriens sont ici, qu'ils n'hésitent pas d'écrire, l'hôpital central du Plateau, c'est un hôpital qui a été construit par le président Houphouët-Boigny. Et elle dit, quand il a construit cet hôpital-là, pendant l'inauguration, les premiers clients, les premières personnes qui allaient accoucher à l'hôpital, sa femme, l'épouse de Houphouët-Boigny, venait prendre les bébés. Vous voyez, quand l'hôpital est neuf, la femme du président vient valider vraiment que mon mari a fait du boulot. Donc, il y avait un premier-né et il y avait un deuxième-né, c'était elle. Donc, le jour que Madame Boigny est venue à l'hôpital pour prendre les bébés qu'on a montrés à la télé, là, vous voyez, les caméramans viennent filmer pour montrer que, ouais, le président a travaillé. Parmi les bébés, là, il y avait un deuxième, c'était elle. C'est elle que la dame-là, maman présidente, avait prise dans ses bras pour présenter au monde entier que son mari a construit l'hôtel. Elle dit, c'est quand même une grâce, c'est quand même une chance parce que beaucoup d'entre nous, comme nous sommes là, on n'a même jamais vu le président à 2 mètres. Donc, quand même, être prise par la femme du président, c'est significatif. C'est quand même, on peut appeler ça un transfert d'étoiles, si on peut dire ça comme notre maman a compris. Ça veut dire que tu as quand même une lumière, tu es né quand même avec une étoile, parce qu'il y a des gens qui naissent dans des coins perdus, mais toi, tu es né, c'est la femme d'un président de la République qui te prend. Vous voyez un peu que c'est particulier. Donc, elle, sa naissance, était comme ça. On l'a accouchée, elle a quitté l'hôpital, elle est rentrée chez eux. Chez eux, elle est l'enfant de qui?
Notre maman qui nous a contactés est l'enfant d'un officier, un officier militaire, un commissaire même. Son papa, c'était un monsieur qui avait des bons sous, un bon tonton. Comme elle m'a dit, mon père, c'était un tonton tout frais, un beau gosse. Son papa, c'était un monsieur qui avait l'argent, qui avait épousé sa maman. Son papa était chrétien, sa maman était musulmane. Ou son papa était non pratiquant, sa maman était de conversion musulmane. Donc, sa maman les a eu 5. Elle était l'aînée. Hein, c'est ça? Elle est l'aînée. Ouais. Elle est l'aînée des 5. Sa maman a eu ses 5 enfants dans le mariage. Plus elle avait des enfants, plus son papa devenait riche. Il montait en poste. Il devenait beau gosse, non? Vous savez que les tontons beaux gosses aiment beaucoup les femmes. Donc, elle a dit son papa, comme il était responsable là et qu'il allait en mission, partout où il partait, il faisait les enfants. Il part au Ghana, il fait l'enfant. Il part au Nigeria, il fait l'enfant. Il part à la frontière du Cameroun, il fait l'enfant. Il part en province, il fait l'enfant. Son papa a les enfants partout. Or, comme sa maman était très belle, parce que notre maman qui nous a appelés ici, elle est carperonne. Donc, si vous la voyez, franchement, vous ne pouvez pas penser que c'est une Ivoirienne. Vous pouvez penser que c'est une métisse antillaise. Elle est comme ça. Elle ne ressemble pas vraiment aux Africaines, comme moi, par exemple, je suis une vraie Africaine. Non, elle n'est pas comme ça. Elle est vraiment, ça donne un doute. Je ne sais pas la situer. Donc, sa maman, c'était une très belle femme. Et le papa, là, comme il avait l'argent, il avait épousé. Mais il lui a montré de toutes les couleurs que la femme était essoufflée. La femme a dit que it's too much. Je ne peux pas continuer avec toi. C'est comme ça que leur maman a quitté son papa quand elle avait 5 enfants. Quand elle avait 5 enfants, elle a dit que comme toi, tu as l'argent, allez, je te laisse tous tes enfants. Moi, je pars faire ma vie parce que ta vie des désordres là, je n'en peux plus. Ça, c'est la maladie que je reste à attendre aussi. La maman est partie. Quand la maman part, leur papa directement, bien sûr qu'il ne manque pas de femmes, il a ramené une autre femme à la maison. Quand sa maman est partie, elle avait 8 ans. Donc la maman là, elle a eu 5 enfants, on va dire en 8 ans, parce que c'est elle l'aînée. Elle avait 8 ans. Donc après elle, il y avait sa sœur directe. Sa sœur directe qui s'appelle Emma. C'est ça, non? Sa sœur directe qui s'appelle Emma. Elle et Emma, elles ont différence d'1 an. Bon, vous comprenez bien qu'à 8 ans, elle a eu 5 enfants, donc elle faisait les enfants chaque année. Donc, elle avait 8 ans, Emma avait 7 ans. Quand la maman part, on prend notre sœur ici, Tansia, on va la laisser chez son oncle. Son oncle qui est le papa de Sarah. Qui est son oncle? Quand la maman est partie, le mari ne voulait pas garder tous les enfants parce qu'il avait ramené une nouvelle femme. Donc, il prend elle, maman Tansia. Il part la laisser chez le petit frère de la maman. Il dit, ta soeur a fait le mariage, elle ne veut plus de moi. Prenez ses enfants. Il a pris les enfants, en fait, il les a partagés dans la famille de sa femme. Il préférait que chacun reste là-bas. Comme ça, lui va seulement financer. Il avait l'argent, il a dit avec sa nouvelle femme. Peut-être c'est la nouvelle femme qui ne voulait pas. Donc, elle, on est parti la laisser chez son oncle. Son oncle, là, c'était le frère de sa maman, le grand frère de sa maman. Et ce frère-là, il avait déjà une fille qui était plus âgée qu'elle, qui s'appelle Sarah. Sarah, là, on va reparler d'elle. Donc, Sarah, quand elle arrive, elle a peut-être 8 ans. Sarah, peut-être déjà les 14 ans, 16 ans. Sarah, c'est la grande. On la laisse chez l'oncle. Les autres enfants aussi, on les partage. Le papa Bogos prend seulement l'argent, il donne dans toutes les familles où il a partagé ses enfants. Quand elle arrive chez son oncle, le papa de Sarah, la femme de l'oncle, elle est d'une tribu là que je n'avais pas bien capté, maman, dans le voice. Elle est d'une tribu là, Ami. La tribu s'appelle Ami ou Ami là. Ce sont les gens, ils habitent à Abidjan. Hein? L'oncle là habitait à Abidjan. La femme là est de la tribu Ami, un truc comme ça. Cette dame là, dans sa vie, elle avait décidé qu'elle ne mange pas du riz. Elle ne mange que le foutou pilé à la maison, pas acheté. Elle veut le foutou qu'on a fait chez elle. Et le foutou là qu'elle voulait, c'était le foutou qu'on faisait avec les bananes un peu crues, un peu dures. C'était la qualité qu'elle mangeait tous les jours de sa vie. Donc,
Quand on lui a amené Tansia, qui avait 8 ans ou 9 ans, Tansia est devenue la pileuse de tout. Parce que déjà, Tansia, comme on l'a scolarisée par son oncle, ça veut dire que c'était un avantage. Alors toi, tu es devenu mon travailleur. Quand tu reviens de l'école, sous le soleil d'Abidjan là, tu viens ici, tu piles d'abord le foutou que moi je vais manger. On lui a fait piler le foutou à partir de 9 ans jusqu'à... Elle est devenue musclée. La souffrance a dépassé. La dame là, son mari n'était pas pauvre. Son oncle n'était pas pauvre. Mais la femme avait un mauvais cœur. Elle ne voulait pas d'elle dans sa maison. Elle pilait le foutou là tellement tous les jours que un jour, je crois, elle avait 11 ans. Elle était fatiguée. Elle avait beaucoup marché. Elle ne se sentait pas bien. Elle est venue, elle a dit, va piler le foutou. Elle a refusé. Elle a insisté. Si tu ne piles pas, je vais te taper. Si tu ne piles pas, je vais te taper. C'est comme ça que Tansia va piler le foutou. En pilant là, la dame là, je ne sais pas si elle est venue tenir le mortier ou comment là. Tansia a fait exprès. Elle a pris le bâton du foutou. Pah! Elle lui a pilé les doigts exprès. Et la dame aussi a compris que ce n'était pas un accident, c'était exprès. Donc ça veut dire qu'elle lui a cassé ses doigts. Et quand elle a vu seulement comme ça, les cris que la maman l'a poussé, elle-même, elle a détalé. Elle a détalé, elle a fui. Quand elle a fui là, elle sait déjà que c'est les problèmes qu'elle a créés. Donc elle part, elle fuit toute la journée. Après, elle revient le soir. Quand elle revient, elle sait que son oncle est déjà là. Quand elle est revenue là, l'oncle et la tante ont décidé que, à partir de ce jour-là, la punition de Tansia pour son impolitesse, d'avoir pilé les doigts de sa femme, c'est que l'école est finie. Donc, on a décidé de lui couper les études. On lui a coupé les études à l'âge de 11 ans par là. Donc, elle a commencé à rester maintenant à la maison pour piler les photos. Parce que comme toi, tu étais fatigué, vu que tu étais allé à l'école, tu viens dans cette maison pour manger du riz et tout ça. Maintenant, tu vas piler le foutou toute ta vie. Tansia a pilé le foutou comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Un jour, elle est partie seulement sur la route comme ça. Comme elle est un peu carteronne là, elle rencontre une fille métisse. Elle rencontre la fille là, Léa. C'est une métisse, en pleine rue d'Abidjan comme ça par hasard. Elle appelle, bonjour, bonjour. Hey, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Tansia. Tu es de quelle famille? Elle dit, non, je suis de telle famille, telle famille. Je dis, c'est pas possible. Tu sais comme tu es là. Tu ressembles à ma petite sœur comme 2 gouttes d'eau. Tu vois, comme je cause avec toi là. Si quelqu'un me voit, il va croire que je cause avec ma petite sœur. Elle dit, comment ça? Elle dit, je te jure. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je me baladais ou quoi. Elle dit, ah, c'est pas possible. Viens, je vais aller te présenter à ma petite sœur. C'est comme ça que la dame là, Léa, la métisse là, hein, on va dire, quand elle avait 15 ans, peut-être la dame avait 23 ans. C'est quand même une grande. Elle prend Tansia, elle fait avec quelques courses et puis elles vont chez eux. La dame, elle est métisse. Quand elles arrivent chez eux, Tansia elle-même, quand elle a vu Léa, elle était surprise de voir la ressemblance. C'est comme si elle se voyait ou elle voyait sa sœur. Ressemblance, seulement Léa était plus métisse, elle était carteronne. Waouh, et tout ça, elles ont sympathisé et tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand elles sont arrivées là-bas, Léa, la dame métisse là, leur maison, c'était une villa à un niveau que tu ne vas pas croire. C'était dans un quartier des riches, là-bas à Abidjan. C'était des bourgeois. Donc, elle n'en croyait même pas ses yeux. Elle est restée là-bas toute la journée. La maman de Léa est venue. Elle était très surprise. Elle lui a posé beaucoup de questions pour savoir, peut-être, les enfants ici se sont parentés. Elle a compris qu'il n'y a pas de lien de parenté, rien du tout. C'est seulement une fille qui ressemble à sa fille. Elles ont parlé, elles ont bavardé. C'est comme ça qu'elle a expliqué qu'elle n'étudie pas. Elle habite chez son oncle qui l'a fait souffrir, qui fait tout ça. Ah bon? En tout cas, ils étaient très surpris. Elle-même, Tansia, tellement que ces gens-là étaient gentils, elle a profité. Elle a serré les cœurs jusqu'à demander de dormir là-bas. Ils étaient étonnés. Toi, tu vas dormir chez nous, tu ne connais pas. En tout cas, elle a dit, dormir chez vous et dormir sur la route, c'est la même chose. Parce que je préfère même dormir ici, vous allez me chasser la semaine prochaine, que de rentrer chez mon oncle où on m'utilise. Ils étaient très choqués de l'entendre dire des choses comme ça. Donc, du coup, les parents là, ils ont accepté, ils lui ont donné une chambre là-bas, comme ils ont vu que bon, c'est un enfant qui n'a même pas peur, elle vient dormir chez les gens comme ça. Elle est restée là-bas.
tant si on va aller vite, elle a commencé à habiter là-bas chez les Léa. Qui est Léa? La maman de Léa, là, la maman de Léa a eu Léa, la fille métisse qu'il avait arrêtée sur la route, là, la métisse, là. Elle a eu avec le frère de la femme du président. Vous voyez le président, la femme du président qu'il avait porté là. Son petit frère. C'est ça le papa de Léa. Quand elle a terminé d'avoir là-bas, la relation n'a pas marché. Ce n'était pas la femme officielle, ça doit être une femme qu'on avait rencontrée comme ça en chemin. On a mis au monde Léa. Quand elle a terminé avec lui, elle a trouvé un autre morceau. C'était qui? Le pilote du président. Donc, le pilote du président, là, c'est avec qui elle a eu la petite sœur de Léa qui ressemblait à Tansia. Donc, vous comprenez que la maman, là, c'était une maman un peu qui avait les yeux ouverts, qui était bien branchée. La maman, elle tapait que les gros lots. C'est pour ça qu'elle était bien logée. Elle habitait avec ses filles. Elle n'avait pas de mari. Elle commence à habiter là-bas. Tansia a fui. Officiellement, chez son oncle, on ne la retrouve plus parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. Donc, elle reste comme ça se confirme dans la famille que c'est une très mauvaise fille. Son papa apprend que Tansia est portée disparue, en sachant que son papa n'habite pas dans la capitale. Son papa, la commissaire, il n'habite pas à Abidjan. Il habite en province. Le petit frère de sa maman téléphone lui dit que ta fille a fui ici. Il signale à sa maman, là où elle est partie là-bas, que ta fille a déjà fui ici. Comme la maman savait que leur papa doit les prendre en charge, vous avez accepté de prendre les enfants là. Suivez mon mari qui vous donne l'argent. Donc, moi, j'ai fait ma vie. Ça veut dire que tant on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Elle est restée là peut-être 1 an. Après, elle a repris contact avec eux. Ça veut dire que cette tante ici, elle a habité dans de bonnes conditions. Elle est devenue comme l'enfant de la maison, chez les Léa là-bas. Comme ils se ressemblaient même, ils ont dit seulement que c'est leur cousine. Elle a évolué dans un bon milieu. La maman là, elle a commencé à lui payer l'école parce que la maman avait l'argent. Vous voyez que c'est une dame qui sortait avec les hommes de haut niveau. Elle l'a remise à l'école. Tant ça a grandi chez les gens qui ne sont ni de sa famille, ni d'Adam ni Ève. Pendant que son propre père a l'argent et son père fait les enfants partout, la femme qui est à la maison, chien méchant, elle ne veut personne. Elle accouche ses enfants, point barre. Elle a évolué comme ça. Après, elle a renoué contact avec son papa. Son papa a su où elle habitait. La dame dont on la connaît, vous voyez, c'est un commissaire, il connaît les têtes et tout ça. Je vois à peu près. À un moment, ils se sont rencontrés, ils se sont présentés. Ça a créé la famille. Vous savez, en Afrique, on devient famille à n'importe quelle occasion, contact. Donc, son papa a dit que bon, si tu es à l'aise là-bas, de toute façon, il te garde bien, tu es épanoui, c'est comme ta famille, c'est comme tes sœurs. Pourquoi pas? Bon, les petites sœurs de Tansia ici, qu'on avait séparées, on les avait partagées, non? Il y en avait qui étaient partis dans les autres familles de la maman. Ils étaient partis 2-2, parce qu'ils étaient 5. Elle, l'aînée, était allée à Abidjan. Les autres sont allés 2-2. Ses sœurs. 2 filles à un endroit, un garçon et une fille à un autre endroit. Ils ont un seul garçon chez eux. Quand ça évolue comme ça, elle a le bac. Quand elle a le bac, elle dit à son papa que j'ai fini les études. Son papa vient sur Abidjan. Il lui dit, écoute, est-ce que tu veux aller en Europe? Elle dit, papa, bien sûr que je vais aller en Europe. Tu vas dire non, je vais aller en Europe. Son papa, il dit, parce que j'ai une connexion, j'ai quelqu'un qui peut être ton titel, qui peut te prendre en charge là-bas, je peux te trouver des visas, tu vas aller en France. Son papa était commissaire, il avait des connexions. Il dit, d'accord. C'est comme ça que son papa, avec ses propres connexions, il avait ses connexions à la présidence, on lui a fait passeport diplomatique comme l'enfant d'un diplomate. Papa, elle n'a même pas fait 2 mois pour avoir des visas. Son papa a remercié la maman de Léa, la madame là qui l'a élevée un peu, on va dire ça comme ça. Il a pris Tansia ici, il l'a envoyée en Europe. Elle est venue à Paris. Elle a atterri à Billancourt. C'est ça, non? Elle a atterri à Billancourt. J'ai oublié ce qu'il y a devant Billancourt là. Voilà. C'est dans un très bon quartier parisien. C'est là qu'elle a atterri à Paris. Boulogne-Billancourt, c'est ça. Elle a atterri à Boulogne. Vous connaissez un peu Boulogne, c'est le côté des riches. Mais par contre, par rapport à d'où elle venait, chez la dame là, qui l'a élevée la maman de Léa, c'était des villas, c'était la vie des enfants des riches, des enfants des ministres. Vous voyez un peu leurs soirées, leurs sorties. Donc, elle sortait avec des garçons de bonne famille. Donc, c'est une fille un peu classe, quoi. C'est une fille qui a évolué dans un milieu en frime, où ils sortent avec les voitures. C'était des métisses.
Parce que Léa et sa soeur, c'était des métisses. Elle était carteronne, donc c'était vous voyez un peu le genre de filles, là, les enfants des riches. C'est comme ça qu'elle a évolué là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, quand elle arrive ici, elle croit que la vie là va continuer. Et elle arrive à Boulogne, elle regarde le quartier classe, Cano. Quand ils arrivent comme ça, le monsieur, le papa le connaît depuis l'Afrique. Chez qui on l'a mis Titel. Le monsieur habite dans une chambre-salon. 2 pièces. Tant elle doit dormir au salon. Donc, pour elle, c'était ça sa plus grosse galère. Elle dit, à l'époque là, en France, on utilisait le franc CFA. Il y avait la possibilité d'utiliser les francs CFA. Je crois que notre sœur est venue, elle est venue en France en 89. Donc, en 89, là, elle m'a dit, tu pouvais même aller faire des courses avec les francs CFA ici en France. On acceptait encore les francs CFA. Le monsieur là, donc le papa virait l'argent à ce monsieur là pour elle. Donc, ce monsieur-là l'a aidé à faire les démarches, à faire les papiers et tout ça. Elle s'est intégrée. Elle a fait sa formation. Elle a fait sa formation aide-soignante depuis longtemps, depuis très, très longtemps. Elle a fait sa formation et tout ça. Elle est rentrée à Abidjan la première fois. C'était en 94. Pourquoi elle est rentrée? Parce que son papa était malade. Son papa était malade, il est rentré pour parler un peu avec lui. Il ne sentait pas... Vous savez, il y a des gens qui sentent que c'est la fin. Il a demandé de venir. Elle est rentrée en 94 à Abidjan pour voir son papa. Son papa, elle dit, CHU Treichville. C'est ça. Il était au CHU Treichville. C'est un grand professeur. Apparemment, c'est une très grande clinique que beaucoup de gens connaissent là-bas, à Treichville, quand ça venait d'ouvrir là-bas. C'est là que son papa était. C'était une clinique classe, une clinique chère. Donc, son papa était là-bas. Elle est venue de Paris pour le voir. Ils ont parlé. Il lui a dit que lui, il a beaucoup d'enfants. À sa connaissance, c'est que lui, il sait. Ils sont 18, en sachant qu'ils sont que 5. Qu'elle, elle fait partie parmi les aînés, qu'elle doit être responsable, qu'elle ne doit pas laisser ses petits frères et sœurs. Lui, il a mené sa vie des jeunes garçons. C'était l'argent, c'est normal. Il était beau. Il avait l'argent. Les femmes aussi le suivaient. Ce n'était pas de sa faute. Mais il a béni, hein, il a béni sa fille, genre que je compte sur toi, quoi. Tu es ma grande fille, donc ne parle pas que tu prends seulement ta part. Tu vois, sois responsable. Vous voyez, quand tu es l'aîné, ton papa te parle, donc son papa lui a parlé. Elle est restée là-bas. Bien sûr qu'elle est partie chez les Léa. Léa, c'est comme sa grande sœur. Elle est partie chez la maman de Léa, c'est comme ses cousines. Donc, elle est arrivée là-bas. C'était la fête, l'ambiance. Quand elle est devenue parisienne, donc quand ils sortaient là-bas, c'était les niveaux. Ils ont sorti une soirée, là, ils sont partis rencontrer des footballeurs. Des footballeurs là-bas en Côte d'Ivoire, mais c'était des locaux. C'est là que le gars, là, le footballeur, il a fait des avances, la fille. En 94, elle venait déjà de Paris. Vous voyez un peu la fraîcheur. Donc, le garçon, là, il a fait des avances. C'est comme ça qu'elle a dit oui, on va l'appeler Olivier. Olivier lui a fait des avances. Elle a accepté et son papa est décédé. Donc, par la même occasion, ce même voyage-là qu'elle était partie, elle a enterré son père en 94 et elle a rencontré Olivier. À l'occasion du décès de son papa, hey, la ribambelle d'enfants, elle-même, elle était étonnée. Les enfants ghanéens, les enfants nigériens, les enfants camerounais, les enfants des provinces, les enfants de partout, c'est moi comme son papa avait dit. Donc, tu imagines un peu. C'était un gros, gros deuil. On a enterré son papa, c'était un officier. Le deuil s'est bien passé. Elle est rentrée à Paris. Quand elle arrive à Paris, vu qu'elle avait déjà son diplôme et qu'elle travaillait, elle avait ses papiers, elle a fait quoi? Elle a fait venir Olivier en Europe. C'est elle qui a fait venir son mari en Europe, le garçon là. Quand ils arrivent ici, ils s'installent, ils s'entendent très bien. Il est beau gosse, là, les six-pack, les footballeurs. Elle est une fille de Paris, elle vient d'une bonne famille en Côte d'Ivoire. Donc, couple glamour, vous voyez un peu les gens, des jeunes là qu'on voit à Paris là. Donc, ils ont commencé à vivre comme ça. Elle dit, à l'époque, Paris n'était pas Paris de facilité comme ça que tu peux trouver la maison si tu veux. Non. Elle, à l'époque là, avec son travail, elle avait trouvé un appartement à Montrouge. Montrouge, c'est vers la porte d'Orléans. C'est un quartier parisien là-bas. Elle dit son appartement, c'était 2 pièces. Chambre, salon. Mais c'était, on va dire, 40 mètres carrés. Vous voyez que 40 mètres carrés pour 2 pièces, c'est grand. C'est-à-dire que tu as un bon espace cuisine, un couloir, hein, un peu raisonnable. En tout cas, ils étaient 2. Ils ont commencé leur vie là-bas comme des jeunes. Elle a eu son premier enfant. Olivier aussi a eu ses papiers. Elle a commencé à travailler en tant que fille maligne, en tant qu'aînée, sachant que
Ses petits frères, ils sont seulement 4, les enfants de sa mère. Ils sont restés là-bas séparés. Ils ont grandi chacun dans des familles différentes. Elle est là en Europe. L'Europe d'avant, quand même, quand tu travaillais, l'argent, tu voyais, tu palpais. Elle a dit qu'elle va faire venir ses petits frères. C'est comme ça qu'elle fait les démarches. Les démarches, là, elle veut faire venir d'abord les 2 premiers. Elle fait venir l'aînée, celle qui vient juste après elle, sa petite sœur Emma, avec qui elle se suit. Elle fait venir Emma. Elle a dépensé presque 3 500 000 CFA pour que Emma vienne. Pourquoi? Parce que les premiers tours, on l'a escroqué. Le deuxième tour, que ça marchait. Elle venait d'avoir un enfant. Elle était en couple avec son gars. Toi, tu es en train de prendre l'argent, mettre à côté pour appeler ta petite sœur. Elle dit que c'était des sacrifices parce que j'ai travaillé, j'avais la vie normale. Nous, on n'avait pas la vie de faire des trafics d'argent. Non, 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 non. Elle et son gars, c'était des gens rangés. Ça veut dire c'est l'argent de son effort. Premier tour, on lui a bouffé. Deuxième tour, donc Emma est venue au coût de 3 500 000 CFA. Donc, calculé en euros. C'est comme ça que Emma arrive. Quand Emma arrive, elle et Emma, ils se sont séparés quand Tansia avait 8 ans ou 9 ans. Quand leur maman était partie du mariage. Ça veut dire que Tansia et Emma n'ont pas grandi au même endroit. Elles n'ont pas la même éducation. Elles n'ont pas le même parcours. Seulement, elles sont sœurs. Quand elle arrive chez elle, elle est dans un 2 pièces. À cette période-là, sa cousine Sarah, l'enfant de son oncle, où elle était partie piler les mains de sa maman. Sarah, c'était la plus grande. Sarah était déjà partie aussi en Allemagne de sa façon, s'était débrouillée. Sarah est partie en Allemagne. Sarah avait déjà accouché 2 enfants. Elle était avec son mari, ils vivaient en Allemagne. Elle était plus posée parce qu'en Allemagne, eux, on leur avait donné un grand foyer. Ils habitaient en province. Ils avaient un foyer genre 2 chambres, 3 chambres. Au village de l'Allemagne, là, vous voyez, ce n'est pas comme Paris. Elle était en plein Paris. Ça veut dire qu'elle et Sarah, elles étaient en contact, même si la maman ne l'aimait pas, mais Sarah, c'est sa cousine, c'est sa grande cousine. Donc, elle et Sarah, elles s'entendaient, elles s'appelaient. Toi, c'est comment en France? Moi, ça va. En Allemagne, c'est bon. Donc, quand Emma vient, elle est là en appartement, elle dit à Emma d'aller habiter chez Sarah. Parce que Sarah a l'espace, l'Allemagne aussi, c'est l'Europe, c'est bien. Emma n'a pas de choix. De toute façon, elle connaît ni Sarah, ni Tansia. Parce que Sarah, là, elle a grandi à Abidjan. Emma, la famille dans laquelle elle était partie la donner, c'était en province. Elle ne les connaît pas et tous. Emma accepte. Emma part chez Sarah. Quand elle arrive en Allemagne chez Sarah là-bas, alors que Sarah, son mari et son enfant n'ont pas de papiers. Sarah est en train de galérer en Allemagne. C'est seulement parce qu'elle parle au téléphone que sa cousine Tansia ne sait pas que Sarah est en galère. Sarah n'a pas de papiers, ils habitent au foyer là-bas, ils ont déjà mis au monde, leurs enfants n'ont pas de papiers. Ils habitaient là-bas déjà, ça faisait au moins 4 ans. Elle ne savait pas. Quand ils arrivent là-bas, Sarah commence à se plaindre d'Emma. On va dire que Emma, là que tu vois, elle est insupportable, elle est impolie, elle fait des problèmes entre moi et mon mari, et tout, et tout, et tout. Maintenant, il faut savoir que Tansia ici, elle habitait chez les Sarah. Donc, elle les connaît aussi comment ils sont chez eux. Et elle ne savait pas que Sarah n'avait pas de papiers. Donc, quand Sarah se plaignait, elle, dans son cœur, elle se disait que Sarah est jalouse. Parce qu'elle, Tansia, elle a fait venir sa petite sœur Emma. Vous voyez, quand vous êtes cousine, non? Vous avez vos familles. Maintenant, vous savez que celle-là a fait venir sa petite sœur. Ça fait comme si elle a gagné. Donc, elle, dans son cœur, elle se disait que Sarah, sa cousine, est jalouse du fait qu'elle fasse venir Emma. En Europe, elle n'a fait venir personne. Bon, c'est des jalousies qui existent aussi dans les familles. Donc, quand elle lui parlait d'Emma, elle défendait Emma. Elle défendait Emma. Elle dit, oh, laisse-la, et tout ça, c'est ma sœur, et tout, et tout. Elle la défendait. Alors que Sarah lui disait le caractère d'Emma qu'elle ne connaissait pas. Quand elle reste là-bas, ils font que 2 mois. Elles ne s'entendent plus du tout, du tout. C'est Emma qui vient signaler à Tansia que, d'ailleurs, Sarah et son mari n'ont pas de papiers. Comme ils habitent ici, ils ne font rien dans leur vie, ils n'ont pas de papiers, c'est pour ça qu'ils sont aigris. Ah bon? Elle appelle maintenant Sarah. Elle dit, dis-moi, Emma me dit que vous n'avez pas de papiers là-bas en Allemagne, vous habitez seulement comme ça. Elle dit, oh, on attend et tout ça, les procédures. Elle dit, non, regarde, moi ici en France,
je connais un circuit. On peut t'aider à avoir des papiers. Hein? Tu peux venir ici te présenter à la préfecture de France et tout ça. Il y a des démarches que tu peux faire. Ça peut te faciliter peut-être par rapport à l'Allemagne. À cette époque-là, ce n'était pas Schengen, c'était chacun pour sa gueule. Donc, tu pouvais quitter l'Allemagne, tu viens recommencer tes papiers ici. C'est comme ça que elle, Sarah, elle parle à son mari sans papier. Son mari est d'accord. Ça veut dire qu'à cause de elle, Tancia, Sarah, son mari, son fils et Emma qui viennent d'Afrique, et tous doivent déménager de l'Allemagne pour venir en France. Alors, lui, le mari de Sarah, il avait une voiture. Donc, je ne sais pas s'il conduisait avec quel permis, ou les Ivoiriens, leur permis à l'époque, déjà, ça conduisait ici en Europe. C'était visa, permis international, je ne sais pas, mais il avait une voiture. C'est comme ça que le mari la charge tous les effets dans la voiture pour venir en France. Il démarre du village de l'Allemagne. C'était en hiver. Quand ils arrivent du côté de la Belgique, vous-même vous connaissez la Belgique avec le froid. Donc, ils viennent, ils arrivent en Belgique, là-bas, à Anvers, là-bas, je ne sais pas, mais c'était en Belgique. Le mari fait un accident catastrophique. Quand ils font des tonneaux, les jambes de sa petite sœur Emma sont touchées. C'est comme ça que les secours viennent. On est venu prendre Emma là, qui venait d'Afrique là, en hélicoptère. On est venu, on l'a prise, on est parti la soigner et tout ça, et aussi on les a sortis. Mais la personne la plus touchée, c'était sa petite sœur qui venait d'Afrique. OK? Ils sont tous paniqués. C'est après qu'on leur demandait qu'ils partaient où? Oh, ils partaient en France, oh, comme ci, comme ça. C'est comme ça que comme eux, on les conduit quand même en France. Emma, on ne peut pas la garder en Belgique. Emma, là, on l'a transférée en France. Clinique d'Antony. Excusez-moi, j'ai retrouvé. À Antony. Vous voyez un peu Antony où ça se trouve? Antony et Montrouge. C'est une longue distance parce qu'elle, elle travaillait. Elle travaillait à Montrouge là en tant qu'aide-soignante à côté de sa maison. Donc, elle et son boulot, c'était vraiment 2 minutes à pied. Donc, quand elle est chez elle, elle regarde bien. Elle peut voir les résidents. Elle travaillait en maison de retraite. Donc, elle dit, elle, comment elle arrivait même à mettre l'argent à côté. Elle dit, elle, c'était les genres d'aide-soignante. Hein. Quand il manque quelqu'un, on avait Tancia, il y a quelqu'un qui est absente. Oui, elle vient remplacer. Donc, elle a ses horaires à elle et puis elle fait des remplacements. Elle dit, elle gagnait beaucoup d'argent. Elle dit, à l'époque, là, comme j'ai travaillé et je faisais les heures sup, j'étais toujours au travail. D'abord, le travail, c'était à côté de chez moi. Si quelqu'un seulement est absente, elle-même, la dernière, c'est que si elle m'appelle, moi, je viendrai. Donc, moi et mon boulot, c'était 0 mètre. Maintenant, imagine, tu fais venir quelqu'un en Europe, elle a un gros accident comme ça, elle est à l'hôpital d'Antony. Maintenant, Antony est Montrouge, sans voiture, parce que c'est promené en métro et tout ça. Tu dois aller à l'hôpital, tu dois revenir. Elle avait déjà accouché ses enfants. Elle était déjà à son 2e ou 3e enfant, parce que notre sœur a 3 enfants. Donc, elle commence à se taper cette distance-là, la galère. Finalement, Sarah, sa grande cousine et son mari, ils font quand même la procédure pour laquelle ils étaient venus et ils n'étaient pas trop touchés. Donc, ils font leur démarche de papier. De toute façon, ils n'allaient pas faire une demande de papier de famille. Emma, c'était une grande fille. Emma reste à l'hôpital d'Antony peut-être 3 mois. Après, on doit la mettre dans un centre de rééducation. Elle a négocié pour que le centre ne soit pas loin de chez elle parce que c'était elle sa responsable. Quand elle a fait venir Emma là, elle était déjà en train d'économiser l'argent pour faire venir l'autre, pour faire venir la deuxième petite sœur. Donc, ouais, pour faire venir la deuxième petite sœur parce qu'elle voulait faire monter tous les enfants de sa mère. Donc, c'était vraiment un sale quart d'heure pour elle. Elle a traité Emma comme ça peut-être pendant 1 an. Tous les jours, les va-et-vient. Elle a accouché de son 3e enfant. Paris de l'époque, c'était compliqué. Pour trouver la maison, ils ont fait la demande. Avec les fiches de paye comme ça, elle et son mari, ils étaient en train d'attendre la demande. Ils sont sur la liste, ils attendent, ils voulaient la maison en plein Paris parce qu'ils pouvaient justifier qu'ils habitaient à Paris. Quand Emma, elle est guérie, on la sort de là. Premier endroit où elle viendra habiter, c'est chez elle. Maintenant, elle a déjà 3 enfants dans 2 pièces, plus Emma. Elle a commencé maintenant les démarches pour Emma, qu'elle trouve la maison, qu'on la régularise et tout ça. Elle a tapé toutes les démarches là, peut-être pendant encore 1 an.
Emma a coincé chez elle pendant 1 an. Elle dit que Bibi, j'ai commencé à découvrir ma sœur. Quand elle est arrivée, d'abord, j'ai remarqué qu'elle aimait la vie des fétiches. Ce sont les filles qui ont grandi là-bas en Côte d'Ivoire, qui aiment aller se laver, aller demander. Allez, vous voyez un peu les gens qui aiment la vie des fétiches, parce qu'on n'a pas grandi au même endroit. J'ai remarqué ça. Elle n'était pas croyante. Et puis de deux, moi et mon mari, on a commencé les prises de tête. Elle nous opposait. J'ai commencé à me rendre compte que ce que Sarah me disait, ce n'était pas faux. Mais dans mon cœur, j'avais l'amour de la grande sœur. Je la justifiais, je me disais, regarde, elle marche avec des béquilles. Parce que quand elle est venue chez elle, elle avait des béquilles. C'est pas comme si elle marchait à l'aise, non. Elle avait des problèmes, je me disais, elle est aigrie. On lui payait déjà les petits RSA là. Elle achetait sa nourriture, elle mange elle-même. Elle ne donne pas à mes enfants. Elle n'était même pas une tata gentille. Elle discutait pour m'aider. La maison était petite. Elle m'encombrait. J'ai fait les démarches pour elle. Dieu m'a aidé. On lui a donné les foyers. Quand on lui donne les foyers, moi, je travaille quand même. Donc, elle connaît quand même ses rangs chez les assistantes sociales et tout. Le jour où on donne les foyers et tout ça, elle part, elle visite, c'est d'accord. Le jour du déménagement, j'ai travaillé parce que je mettais l'argent à côté pour faire venir Marthe. Tu sais que Emma a déménagé. Elle est partie chez elle à son foyer, elle ne m'a jamais invitée. Elle m'a dit où elle habite. Son foyer, c'était du côté de la Défense. Oh, on l'a logé à l'opposé là-bas, du côté de la Défense. Bon, imagine un peu, moi j'habite à Montrouge. Je vais quitter seulement Montrouge, aller jusqu'à la Défense, aller voir un foyer. Ça ne m'intéressait pas aussi, mais je savais qu'elle est en sécurité. Elle m'a expliqué sa chambre, comment c'est. C'est un foyer, c'est Paris, je connais les foyers. Donc, je ne suis pas allée. Dès qu'elle part, Dieu fait grâce, j'arrive à faire monter ma deuxième petite sœur qui s'appelle Marthe. Quand Marthe arrive aussi, Marthe, moi je suis toujours à Montrouge dans mes 2 pièces. Ça veut dire c'est comme si j'ai remplacé Emma par Marthe. Maison envahie, maison encombrée. Chez moi, les gens dormaient au salon, au couloir, on saute les enfants, on saute les petites sœurs. Les matins, quand tu sors à 6 heures là, tu vois un peu la vie. Et quand je reçois Marthe et Emma ont grandi au même endroit, dans la même ville, chez les mêmes petits frères ou grands frères des mamans. Elles se connaissent, c'est moi qui ne les connais pas. Donc, je reçois Marthe qui est la plus jeune. Marthe arrive. Moi, comme je suis très intègre, dans mon quartier, je connaissais une blanche, Madame Evelyne. C'était une voisine avec qui on avait sympathisé. Elle était très chrétienne, très croyante, la blanche là. Elle aimait bien me prêcher, mais moi, je n'étais ni musulmane ni chrétienne parce que tu vois que là où j'ai grandi, il n'y avait pas trop de religion. Je connais la religion vaguement. Donc, de temps en temps, elle m'a déjà invitée à l'église, je suis allée, mais ce n'était pas mon truc. Moi, je n'avais pas le temps, j'avais 3 enfants, puis j'ai travaillé à la folie. Donc, quand Marthe vient, Marthe est chrétienne. Elle aime la religion. C'est comme ça que je rencontre Evelyne. Je dis, ah tiens, j'ai une autre petite sœur encore qui est venue. Elle me dit, ah, ben, dis donc, tu en as les petites sœurs. Ah oui, j'ai plein de petites sœurs et tout et tout. On rigole. Je lui présente Marthe. Marthe, comme on n'a pas grandi ensemble, moi je l'avais laissée petite. J'ai grandi à Abidjan. Quand elle arrive, je me rends compte que Marthe louche. Elle a les problèmes des yeux. Elle louche. Donc, c'est bien, là en Europe, on va l'aider à rééduquer ses yeux, peut-être trouver des lunettes, des choses comme ça. Donc, je la présente à Evelyne. Comme Evelyne a beaucoup de temps, c'était une dame quand même d'un certain âge, elle commence à inviter Marthe, elle va à l'église, oh, je vais t'aider, comme tu n'as pas les papiers, hein, aller trouver les opticiens, des choses comme ça, te prendre les rendez-vous et compagnie. Ma sœur commence à partir avec elle chez l'ophtalmologue. Quand ils partent là-bas, on lui fait tous les examens. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Ma sœur, elle est venue à la maison. Un jour, elle était malade. Moi, je sais seulement qu'Evelyne l'accompagne. Un jour, par hasard, je rencontre Evelyne sur la route. Quand je la rencontre, elle me dit, je lui dis, elle me dit, comment va Marthe? Je lui dis, non, Marthe, ça va. Elle me demande, est-ce qu'elle a commencé ses traitements? Je dis, oui, pour sa grippe là et tout ça, elle a commencé des traitements, mais tu sais, comme elle vient d'Afrique, même un petit froid comme ça, du mois de mars, pour elle, elle sent vraiment que c'est le froid et tout et tout. On commence. Elle me dit, non, son autre traitement. Je dis, quel autre traitement? Elle dit, oh, mais ta petite sœur, quand on est parti chez le médecin, comme elle venait d'Afrique et qu'elle n'avait pas les papiers, le médecin là, l'ophtalmologue, il avait exigé tous les examens. Il voulait savoir qui elle était.
Donc, on lui avait fait des examens sanguins. Sa petite sœur était VIH. Sa petite sœur habitait déjà chez elle. Ça faisait peut-être 7 mois. Sa petite sœur avait le sida. Sa petite sœur le savait, parce que même quand elle est venue d'Afrique, elle prenait les médicaments. Elle habitait chez notre sœur ici, qui avait 3 enfants dans la maison, sans la prévenir qu'elle, comme elle est là-bas, elle est malade. Qu'elle, comme elle est là-bas, elle a le VIH. C'est comme ça qu'elle est très surprise. C'est Evelyne qui lui apprend ça. Comment ça, elle a le VIH? Elle dit, mais oui, elle ne t'a pas dit. Mais va lui demander les papiers, des résultats qu'on a fait, tout ça. Elle rentre chez elle, elle commence à se rendre compte. Sa petite sœur prend les rasoirs de son mari. Vous voyez, les hommes se rasent le matin. Sa petite sœur rase avec ses aisselles. Sa petite sœur, elle habite avec eux comme s'il n'y a même pas un problème. Elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ces enfants ici me veulent quoi? Elle dit, mais ce n'est pas possible. Ces enfants ici ont des secrets qu'ils sont en train de me cacher. Ce n'est juste pas possible. Elle était surprise, désagréablement surprise. Elle pose la question à sa petite sœur Marthe. Marthe dit, oh, mais moi, quand je suis là, je ne suis pas contagieuse. Elle dit, pardon? Elle dit, Kabibi, imagine, là, je suis en train de te parler, c'est en 1998. À l'époque, là, le sida venait de commencer. Tout le monde avait peur du sida. Tout le monde se méfiait du sida. Quelqu'un vient te dire qu'elle a le sida, ce n'est pas contagieux. Toi, tu habites avec les enfants. J'étais étonnée. Donc, quand j'ai appris que Emma savait que Marthe était malade, j'ai dit, mais ces enfants ici n'ont aucune pitié pour moi. Ça m'a déçu. Je lui ai dit, non, 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 non. Tu dois sortir de chez moi. Tu dois aller au foyer. Moi, j'ai des enfants à bas âge. Tu ne peux pas rester chez moi. Je me suis battue. J'ai tapé les démarches Kabibi. Les premiers foyers qu'on a donnés, même que dormir en communauté, là, dormir à plusieurs, je l'ai dégagé de chez moi. Elle est partie, comme Dieu sait faire les choses. À la même période-là, on nous a attribué un appartement. Elle dit, quand vous arrivez à la porte d'Orléans, là où il y a le métro, là, il y a l'hôtel Novotel, il y a les hôtels Mercure. Il y a un bâtiment là-bas, c'était neuf à l'époque, là. On venait de construire les appartements là-bas. On leur a donné un appartement de 4 chambres. 4 chambres parce qu'elle avait 3 enfants plus le couple. 4 chambres parce que leur dossier avait traîné, ils avaient des très bonnes fiches de paie. Donc, elle était logée pas loin de son travail parce que Port d'Orléans et Montrouge, c'est un arrêt. Et aussi, par rapport à son mari et tout ça, ils étaient très contents par rapport à leur dévouement, les fiches de paie et tout ça. On les a très, très bien logés. C'est comme ça qu'on leur demande la garantie. Maintenant, elle ne savait pas qu'on allait les loger à cette période-là. Parce que quand vous faites la demande de logement, vous ne savez pas quel jour ça va tomber. Elle venait à peine d'envoyer l'argent pour faire venir son autre petite sœur, donc la cadette. Comme ça allait rester que le garçon. Elle venait d'envoyer l'argent pour la commission. C'est quand on lui donne le logement. Maintenant, quand on lui a donné le logement, là, on a demandé la caution. Et il n'avait pas la caution. Elle dit, à l'époque, là, la caution, c'était comme 500 €. Le problème, ce n'était pas les 500 €. Le problème est qu'il fallait la payer avec un chèque. Son mari était interdit bancaire. Vous connaissez les garçons. C'était un footballeur d'avant. Donc, son argent, il achetait les habits, il faisait ses trucs. C'était un jeune à l'époque. Donc, lui, il était déjà interdit bancaire. Et elle n'avait pas d'échiquier. Donc, les 500 €, ils vont consulter sa petite sœur, Emma. Emma qui habite au foyer à la Défense. Parce qu'à l'époque, là, avoir l'appartement, ça mettait du temps. Donc, Emma aussi n'a pas encore de maison. Elle dit à Emma, comme toi, tu as un chéquier, nous, on te donne les 500 €, toi, tu nous donnes les chèques. Comme ça, nous, on va prendre les chèques, on va aller déposer au truc HLM, on va nous donner notre appartement. Emma est d'accord, ils font la transaction. Ils prennent, ils partent, ils donnent. Comme ils ont les fiches de paie, on leur fait confiance. On prend les clés, on leur donne l'appartement. Ils aménagent, on va dire comme lundi. Mercredi, les bureaux HLM les appellent. Oh, madame, vous nous avez donné un chèque en bois. Et comment ça, un chèque en bois? Oh, le chèque a été rejeté et tout, et tout, et tout. Le chèque a été rejeté. Comment ça? Ils appellent Emma. Emma doit bouffer les 500 €. Donc, Emma leur a donné un faux chèque en espérant que peut-être on ne va pas leur donner la maison. Mais eux, par chance, ils avaient déjà aménagé. C'est comme ça qu'ils ont trouvé notre formule pour payer la maison là parce qu'ils étaient déjà dedans. Ça devient le problème avec Emma. Emma nie.
Emma dit que la banque a menti. Est-ce qu'une banque en France peut mentir? La banque a menti, son chèque est passé. Emma amène les preuves. Emma commence à les tourner gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'était tellement compliqué. Ils ont eu des problèmes et des problèmes. Et à cette époque-là, ça les a tellement embrouillés que finalement, un jour, elle se réveille seulement comme ça le matin. Elle voit que Emma lui a viré l'argent dans son compte bancaire. Elle était très surprise. Comment Emma connaît mon numéro de compte? Je ne lui ai jamais donné. Donc, ça veut dire que Emma, là, quand elle habitait chez elle à l'époque, elle lui volait les documents, elle lui volait les papiers. Elle avait même son RIB. Emma lui a fait un virement de 500 € parce qu'elle avait trop parlé pour son argent. On lui a remboursé l'argent. Sa banquière l'appelle, lui dit que non, vous avez reçu un virement de 500 € de la part de qui on tape comme ça le nom de sa soeur. Elle demande à Emma, Emma, je te donne ton argent, tu as beaucoup parlé, et tout, et tout, et tout. OK. Tout ça là-bas, ça se passe bien. Elle se bat pour faire monter la troisième petite sœur. Elle vient en Europe. Quand la troisième petite sœur vient en Europe, ça commence encore les problèmes. C'est là qu'elle arrive, elle vient habiter carrément chez elle. Elle a déjà 4 chambres. Elle ne la connaît pas non plus. Elle lui donne une autre chance. Sa petite sœur Émilie commence à habiter avec elle sans problème et tout ça. Mais elle comprend qu'elle a seulement des attitudes bizarres. Elle ne partage pas, elle ne veut pas travailler, elle est indifférente, elle ne veut pas l'aider et tout ça. Malgré que ses enfants aussi commencent à grandir. Elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas l'aider et tout ça. Donc, c'est seulement une peine perdue. Elle se dit dans son cœur, il me reste que faire venir mon frère. De toute façon, comme elle est déjà là, je serre le cœur, elle part de chez moi, je fais venir mon frère. J'ai terminé ma charge. Je suis la grande sœur. Elle a une cousine qui venait de la Côte d'Ivoire. Sa cousine est venue en vacances. Sa cousine est venue, elle lui a laissé sa fille. La cousine a voyagé, est partie faire des tours en Allemagne, en Italie, vous voyez. Elle avait les enfants, du genre, je te laisse l'enfant, comme tu as les enfants, ils vont rester en vacances, nous on profite un peu avec mon mari. Elle dit, il n'y a pas de souci, ma petite sœur Émilie est là. Moi, quand je pars au travail, elle va s'en occuper. Elle, sa maison, c'était une maison, elle aimait recevoir les gens, surtout que maintenant, elle était bien logée. Elle dit, un matin, elle, sa petite sœur Émilie, elle a dit à la fille de la cousine qui vient d'Afrique que prends ma fille, la fille de Tansia, qui avait 5 ans, va la laver. Peut-être que la fille de la cousine avait peut-être 9 ans. Et elle, sa petite fille de 5 ans, sa cadette, elles jouaient ensemble. Elle lui dit, va laver ma fille. La fille qui vient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, refuse. Elle ne veut pas aller laver sa cousine, sa petite fille à elle. Elle, sa petite sœur Émilie, elle se fâche. Elle fait quoi? Elle les attrape toutes les deux. Elle les amène dans la salle de bain. Elle dit elle-même, maintenant, elle va les laver toutes les deux. Elle fait quoi? Elle ouvre le robinet d'eau chaude des douches. Elle les a brûlés avec de l'eau. Elle les a lavés, savonnés avec les gants durs de l'Afrique. La lave les enfants. Les enfants ont pleuré. Les enfants ont terminé. Les enfants n'ont rien dit. Quand ils ont terminé, ils ont séché, ils ont porté des habits. Ils sont restés comme ça. Elle est revenue du travail. Elle était shift de l'après-midi. Elle arrive chez elle à 21h. Les enfants sont déjà fatigués. Les enfants sont allés dormir. Elle ne sait pas. Elle se réveille seulement comme ça, elle entend la nuit, l'enfant est en train de pleurer, l'enfant va faire pipi aux toilettes. L'enfant, elle entend du bruit au couloir, elle se réveille. Ah, elle demande à l'enfant, c'est quoi? Oh, maman, j'ai trop mal. Tu as trop mal de quoi? Oh, j'ai trop mal, maman. Elle ouvre l'habit de l'enfant comme ça. Hein? Brûlure, l'enfant est devenu rouge. Déjà, elle est cartéronne. Donc, ses enfants sont clairs. Ils ont des peaux très claires. L'enfant rouge, l'enfant brûlé. L'enfant est déjà brûlé. Les brûlures. Hein? Ça, c'est quoi? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Peut-être comme Tata Émilie m'avait lavé. Elle dit, Kabibi, je suis restée bouche bée. Je l'ai réveillée. Émilie, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Oh, qu'est-ce que moi j'ai fait à l'enfant? Tu as brûlé mon enfant. Seulement la nuit là. Elle a dépêché l'enfant. Ils sont partis à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital la nuit même. Quand ils arrivent là-bas, l'enfant est brûlé peut-être à 50 degrés. Les brûlures se sont manifestées après que la peau se soit reposée. Elle dit, imagine que j'ai fait 3 mois à l'hôpital avec mon enfant. Brûlure grave. Donc, quand elle les avait lavés là-bas, elle ne s'était pas rendue compte que l'eau était très, très brûlante. Elle a brûlé mon enfant. J'ai arrêté le travail.
J'étais en colère et maintenant, c'est elle qui devait rester chez moi parce que moi, j'étais à l'hôpital. Je me suis battue pour qu'elle parte de chez moi, qu'elle aille à son foyer. Elle est partie à son foyer. Il me restait faire venir le quatrième qui est mon frère. À cette période-là, ma mère décède. Là, tout ce que je te raconte, Emma, ma petite sœur, a déjà commencé à faire sa vie. L'autre là aussi qui a décidé, a déjà commencé à faire un peu sa vie. Ils sont en train de se battre, hein, c'est à Paris, de leur façon. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Et que ma petite sœur Marthe, qui était séropositive là, elle sortait presque avec tous les amis de mon mari. Vous voyez les hommes qui ne se respectent pas là. Ta petite sœur vient chez toi, tous les amis de ton mari commencent à venir draguer. Elle sortait avec eux. Maintenant, c'était ma petite sœur. Et quand moi j'ai appris ça, elle avait déjà commencé à sortir avec eux parce que quand j'ai appris, elle avait déjà fait peut-être 7 mois chez moi. Elle avait déjà ses copains, elle avait ses trucs qu'elle faisait. Tu vois comme elles avaient leur vie camouflage là, elle mentait trop. Donc elle a continué cette vie-là dehors. Elle s'est débrouillée. J'étais déjà dépassée. J'ai regretté déjà l'argent, mais je me disais que je termine la charge de ma mère. Ma mère décède en 2006. Quand ma mère décède, on fait les deuils chez moi. Parce que c'est moi qui suis la mieux installée. Marthe, ma cousine, qui est venue d'Allemagne aussi, elle avait eu ses papiers, elle s'était bien installée à Paris et tout ça. Marthe aussi, ça donnait. Moi aussi, ça donnait. On était comme les anciennes. Parce que Marthe était en famille. Et tu vois qu'en famille, la vie, vous vous stabilisez plus rapidement. Malgré qu'elle est arrivée au même moment que ma petite sœur Emma, mais Marthe était vraiment bien assise. Ça veut dire qu'on était comme deux cousines vraiment bien posées à Paris. Quand maman décède, on décide qu'on va faire les deuils chez moi. On arrive. Les deuils là, tellement que moi j'ai un grand cœur. Je suis bien avec les gens. Les gens, c'est moi les passages des gens qui venaient, Kabibi. Les deuils, tu vois, quand on fait des cahiers, les gens viennent donner les cotisations. Parce que comme ma mère elle était musulmane, dès qu'elle est décédée, on l'a enterrée le lendemain. Malgré qu'on l'avait enterrée, je devais aller en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que mon voyage était comme dans 5 jours. En 5 jours, j'ai récolté dans ma maison 10 800 euros. 10 800 euros que les gens ont cotisé tellement que je suis bien avec les gens. Les gens ont cotisé. Maintenant, quand je partais là-bas, comme c'était ma famille qui était en deuil, je voulais atterrir dans la famille de mon mari. C'est comme ça que 2 jours ou 3 jours avant mon départ, mon mari me demande, oh, ma mère m'a appelé. Je dis, oh, la belle-mère t'a appelé. Elle s'inquiète pour moi, elle veut savoir quand est-ce que j'arrive. Elle dit, non, ma mère m'a appelé parce que chez mes parents là-bas, il y a le défilé de tes oncles. Tes oncles et tes tantes maternelles qui font les tours là-bas, ils sont en train de te chercher parce que apparemment, toi, tu viens avec beaucoup d'argent que tu dois leur donner. J'ai dit, pardon? Hey, toi, tu viens avec l'argent que tu dois leur distribuer. L'argent du deuil de leur sœur que tu as pris en Europe. J'ai dit, mais quel argent? Je ne suis même pas encore partie. Kabibi, au deuil de notre maman commune, à nous toutes qui étions là-bas, mes petites sœurs étaient venues. Elles étaient obligées de venir, c'était le deuil de maman. Elles ne cotisaient pas. Emma, ma première petite sœur là qui voulait me rouler 500 euros. Son deuil à elle, c'était dans la chambre de ma fille. Elle mangeait là-bas, dormait là-bas, pleurait là-bas, cuisinait pas, faisait rien du tout. Elle n'a qu'une seule copine qui est venue cotiser 50 euros. Et comme c'était Marthe qui tenait la caisse, Marthe, comme elle est quand même la cousine, donc tout le monde savait combien il y avait de cotisations. Emma est venue demander les 50 euros de sa copine, qu'on lui rende ça. On lui a rendu les 50 euros de sa copine. Donc, Emma, son travail, c'était appeler l'Afrique pour dire l'évolution de la caisse. Donc, tout le monde de la famille savait que quand moi je rentre là, je rentre avec 10 800 euros net précisés. Tous les sorciers de la famille étaient déjà réveillés, les yeux grands ouverts, braqués sur moi. Ils m'attendaient avec l'argent pour que je vienne faire la pierre tombale, pour venir voir comment on a enterré ma mère. Imagine un peu, ça m'a choqué. Donc, quand je prenais l'avion, j'avais déjà les problèmes avec tout le monde. Imagine l'Afrique quand ils entendent l'argent. J'habitais chez ma belle famille, mais les défilés de ma famille, au lieu d'aller pleurer leur sœur là-bas, ils venaient me suivre pour l'argent. Imagine dans quelle situation elle m'a mise en Afrique. Tout ce qui s'est passé dans ma maison, ils étaient comme des caméras cachées, ils racontaient en Afrique.
le deuil est terminé, je me suis rassurée que quand je quitte chez moi, que toutes les trois là dégagent de chez moi. Pendant que je me disais, avec l'argent que j'ai cotisé pour maman, que je profite, je fasse venir mon petit frère. J'étais obligée de tout partager. Tout partager. J'ai dit, on fait la pierre tombale. Je vous donne le reste d'argent, je pars. Parce que j'avais vu déjà qu'il y avait un mauvais œil. J'ai fait ça. J'ai porté mes clics et mes claques. Je suis rentrée en France. Quand je rentre en France, il y a des problèmes dans mon couple, Kabibi. J'étais combattue. Mon mari et moi, on a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on venait d'acheter une maison. Dès qu'on a acheté la maison communauté des biens, les problèmes ont commencé parce que toute ma famille savait que j'avais la maison. Mes petites sœurs et moi, c'était la catastrophe. Les problèmes, chacune est partie dans son coin. Kabibi, j'ai fait monter mon petit frère, j'ai fini mon travail. Là que je te parle, ma petite sœur Emma, elle m'a tellement combattue ici en France, critiquée chez toutes mes amies, parlait de moi. Ma vie était devenue comme un miroir pour elle. Il y a tellement de choses qu'elle ne voulait même pas dire parce que c'est des trucs très personnels de famille. Ce qui est sûr, ses sœurs ont tout manigancé pour qu'elle se sépare de son mari. Elle s'est séparée de son mari, elle a quitté la France, elle est partie vivre en Allemagne, à Londres. Ça fait 10 ans qu'elle habite en Angleterre. Parce qu'elle est française, vous imaginez bien, elle est venue en Europe en 1994. Elle est partie vivre en Angleterre avec ses enfants. Donc, la maison qu'ils ont achetée avec son mari, ils ont continué à la payer jusqu'à la fin. Elle a le droit sur la maison, son mari aussi a le droit sur la maison. Donc, elle a sa chambre dans cette maison-là. Son mari, toutes les femmes qu'il prend ou concubines ou quoi, elles savent très bien que la maison-là, c'est pour eux deux. Donc, elle, quand elle quitte l'Angleterre, elle vient en France, elle part chez elle. Parce qu'ils ne vont pas vendre la maison, ils l'ont achetée dans un trop bon coin. Très bon quartier. C'est un héritage pour leurs enfants. Elle n'a que 3 enfants. Pour leurs enfants qu'ils ont accouchés, qu'ils ont eu, c'est l'héritage. La maison vaut peut-être 500 600 000 aujourd'hui parce que le quartier a pris de la valeur. Eux, ils avaient acheté ça quand ils étaient jeunes. Donc, ils ne vont jamais vendre cette maison-là. Ils ont eu une relation libre avec son mari. Vous voyez bien qu'ils sont venus en Europe très jeunes. Ils se sont convenus qu'on garde la maison pour les intérêts de nos enfants. Toi, tu restes en France, habite dedans, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai ma chambre. Que tu habites avec 15 femmes, je m'en fous. Quand je viens ici, j'ouvre ma chambre, j'entre, j'habite, c'est chez moi. Donc, ils se sont convenus comme ça. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais quand même, le mari a un peu d'avantage parce qu'en Angleterre, elle a rencontré l'amour. Un monsieur avec qui elle s'est installée. Vous comprenez bien que c'est une ancienne aide-soignante. Elle s'est spécialisée. Elle a un très bon boulot en Angleterre. Elle fait sa vie là-bas. Elle dit sa petite sœur Emma, là, avec qui elles ont eu tellement de problèmes, ça fait 21 ans qu'elle n'a plus entendu de vive voix. Une fois, elle était venue ici, il y a 9 ans, elle était à Paris. Elle a rencontré Emma comme ça à Château-Rouge, parce que tu vois, quand tu viens de l'Angleterre, tu vas acheter un peu des trucs. Elle était à Château-Rouge. Elle a vu Emma, ils se sont vus de loin, ils se sont passés comme s'ils ne se connaissent pas. Toutes ces petites sœurs ont déjà fait un clan. Les autres là même font semblant parfois pour lui dire bonjour. Ils ont un groupe de familles. Vous voyez les groupes WhatsApp, Instagram et tout ça. Ils sont amis entre eux. Mais elle, là, qui les a tous fait venir en Europe, ils ne la calculent pas. Ils l'ont déjà critiquée partout et tout ça. Sa seule famille, vraie, avec qui elles sont restées en contact, c'est Sarah. Sarah, sa cousine, elle avait pilé les doigts à sa maman là. C'est Sarah avec qui elles sont en contact aujourd'hui, avec qui elles causent, leurs enfants se fréquentent comme cousins, cousines. Mais tous les restes là qu'elle a fait venir, ils sont familles entre eux comme ils avaient grandi en province. Elle, son travail, c'était seulement de les faire monter. Son petit frère, il est même déjà rentré au Cameroun. Il a quitté la France, il allait s'installer au Cameroun parce qu'avec une Camerounaise, il a ouvert une société. Il a ouvert sa société là-bas, donc il vit sa vie là-bas. C'est lui qui est en contact avec toutes les familles de son papa, tous les 18 enfants là. C'est son petit frère. Comme c'est un garçon, c'est lui qui les connaît, les enfants de son père. Ils ont déjà fait leur clan. Elle ne veut même pas les connaître, elle ne veut même pas savoir qui est qui fait quoi, pour que ça lui ait encore sa charge. Jamais. Ce qu'elle connaît, elle connaît. Ce qu'elle ne connaît pas, c'est tant pis. Elle s'en fout. Sa vie, c'est ses enfants. Elle a partagé cette histoire pour dire que quand elle a vu l'histoire de la maman qui disait que sa sœur lui a pris la vie, mais elle lui a pris la vie parce que sa sœur avait des comportements
qu'elle l'affichait quand ils étaient jeunes, mais qu'elle elle ne comprenait pas. Elle dit c'est la vérité. Quand elle était arrivée en Europe et qu'elle voulait faire venir Emma, Sarah, sa cousine là, elle pensait que Sarah était jalouse, lui disait que c'est mieux que tu leur envoies l'argent, tu les laisses là-bas. Ce que tu fais là, tu fais venir tes ennemis. C'est pour ça qu'elle pensait que Sarah était jalouse d'elle parce qu'elle faisait venir sa famille, elle avait des moyens, elle était à Paris, elle avait l'argent. Elle, Sarah, elle était incapable parce que Sarah n'a pas fait monter ses frères et sœurs. Elle pensait ça dans son cœur. Mais elle dit aujourd'hui, elle avait raison parce que j'ai fait monter mes ennemis qui ont tout fait pour que mon mariage soit ruiné. Aujourd'hui, j'ai fait ma vie en Angleterre. Je ne leur ai jamais présenté mon mari officiellement, mais eux tous, ils connaissent mon mari. Comme en Angleterre, je suis dans le milieu ivoirien, nous sommes des anciens d'Europe. Donc, nous nous sommes bien installés, on a des moyens et tout ça. Nous sommes dans des mouvements, des trucs des Ivoiriens. Je suis connue en Angleterre. Donc, elle, par rapport aux gens que nous, on fréquente, elles connaissent les Ivoiriens qui nous connaissent. Elles connaissent ma vie à la lettre. Mais que moi, je prenne une de mes petites sœurs, je présente à mon compagnon, parce qu'elle n'est pas mariée, à mon compagnon avec qui je suis en Angleterre. Je ne l'ai jamais fait. Mon compagnon sait que moi et ma famille, on ne s'entend pas. J'ai des petites sœurs là-bas à Paris, toutes qui sont en Europe à cause de moi, avec qui on ne se parle pas. Elles ont déjà fait des années. Tu vois que toutes elles sont venues dans les années 98. Je les ai fait monter en Europe il y a longtemps. Donc, elles ont fait longtemps. Elles ont des 20 ans aussi en Europe. Elles ont fait leur vie. Elles ont mis au monde leurs enfants. Sa petite sœur Emma, quand elle s'était prise la tête la dernière fois et que Emma l'avait manqué vraiment de respect, elle avait dit, écoute, si c'est moi qui t'ai amené en Europe et que toi, tu me traites comme ça, tu craches sur moi. Tu vois ton enfant que tu as laissé en Europe, là, aussi longtemps que toi, Emma, tu ne t'es pas agenouillé devant moi pour me demander pardon. L'enfant là ne verra pas l'Europe. Elle me dit, Kabibi, tu vois, Emma, je lui avais dit ça sous la colère. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas accouché en Europe. Elle a un grand enfant qui a peut-être maintenant plus de 20 ans. Sa petite soeur là, la première qu'elle avait fait venir. Son enfant là n'a jamais vu l'Europe. Son enfant a grandi. Il est resté seulement là-bas en Côte d'Ivoire. Elle, Emma, elle s'est mariée à un boucher qui est obèse. Elle dit, si tu les vois, tu as même pitié d'elle. Tu dis, ouais, c'est quoi? Un boucher français que il ressemble à rien du tout. Ça fait même pitié. C'est ça son mari, c'est ça son blanc qu'elle a trouvé en France, avec qui n'ont pas d'enfants. Elle est seulement dans le mensonge fétiche, mensonge à Paris. L'autre là même qui a le sida, elle a déjà partagé son sida à Paris, elle a eu des problèmes, des bagarres. Elle dit, mes petites sœurs sont dans la vie parisienne. Tu vois les filles problématiques de Paris là, ce sont mes petites sœurs. Et imagine, moi j'ai travaillé pour des gens comme ça. Des gens qui ont craché sur moi, qui ont craché sur mes efforts, qui ont craché sur mes sacrifices, sur ma famille, qui ont voulu me briser. L'autre là, la sorcière, elle est venue habiter dans ma maison avec son sida sans rien me dire. Imagine le cœur dur des gens que moi j'ai fait venir en Europe. Elle a partagé ça pour dire que vous pouvez être famille des sangs, mais quand vous n'avez pas grandi dans la même maison, c'est difficile. C'est compliqué parce que ces personnes-là sont étrangères à toi. Tu prends des responsabilités, mais en fait que tu ne devrais même pas parce que ce n'est pas ta responsabilité en fait. Et c'est des gens qui ne vont jamais t'apprécier parce qu'ils ne te connaissent pas. En fait, ces petites sœurs et frères, ils avaient une jalousie envers elle parce qu'elle, elle habitait à Abidjan. Mais Abidjan n'était plus chez les Sarah. Elle a habité dans un très bon milieu, dans une bonne famille. Ça veut dire qu'ils étaient complexés par sa vie. Ils étaient mécontents que le papa l'avait envoyé que elle en Europe, mais pas eux. Donc, ils avaient beaucoup de jalousie envers elle. Ils voulaient toujours lui montrer qu'ils sont mieux que... En fait, que tu ne nous impressionnes pas. Ils étaient dans un combat constant. Mais elle s'est battue en se disant, je suis la grande sœur. Même papa m'a dit que je suis responsable, je suis la grande sœur. Elle dit ça, ça lui a pris du temps pour comprendre qu'elle perdait son temps en fait. Qu'elle n'était pas obligée de faire tout ça. C'est son histoire, c'est son partage. Elle partage cette histoire pour que ça éveille une personne, pour se rendre compte qu'on a eu à faire des sacrifices inutiles. Parce qu'aujourd'hui, sa vraie famille, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Léa, la dame métisse là, chez qui elle était partie, chez qui elle a grandi, Léa est déjà décédée il y a longtemps.
Léa n'a pas vécu en Europe. Elle s'est bien mariée en Côte d'Ivoire là-bas. Elle a eu un mari aussi qui l'a embobiné dans des choses. Léa est décédée. Donc, elle est restée en contact avec la famille de Léa, leurs cousins. Comme elle habitait là-bas, elle les connaît. Elle dit, ces gens-là même, je les considère plus ma famille que ma famille pour laquelle je me suis battue ici en Europe. Merci beaucoup, maman Tancia, pour ton histoire. Merci pour ton partage. J'ai essayé de la transmettre au mieux. J'espère que tout ce que j'ai dit, ça a été l'essentiel et qu'on a pu profiter de ton partage, de ton expérience de vie. Comme on dit ici, on partage les expériences de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés et connectés sur Kabibi Show de TV. Peace and love chez vous. Bye.